Donc, bonjour tout le monde, bienvenue aux conférences RQSPAL. Merci Annie d'avoir accepté de présenter aujourd'hui. C'est la première de la saison. On va en avoir 10 comme ça au cours de la saison. Toujours les jeudis et vendredis en alternance. Donc, vous êtes toujours les bienvenus de participer à ces activités-là. Je rappelle qu'on a notre journée scientifique le 4 octobre prochain. Vous pouvez soumettre des résumés ou vous pouvez venir nous voir, ça va nous faire plaisir. C'est à l'Université Laval. Tous les détails sont sur notre site web recherche-soinspalliatifs.ca. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Annie Janvier, qui est médecin, qui travaille. En fait, je vais la laisser se présenter elle-même, c'est toujours plus convivial. Alors voilà, Annie, tu peux y aller. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis pédiatre néonatologiste à Sainte-Justine, puis je fais partie, en fait, je fais de la recherche en éthique clinique la moitié de mon temps. Vous allez voir que je suis pas très douée en ordinateur, fait que le présentateur, c'est une de mes collègues, Thuy Mailou. Donc, c'est pas moi Thuy Mailou, qui présente, mais bien Annie Janvier. Je vais parler de la détresse morale en pédiatrie, des recherches qu'on a fait dernièrement avec une de mes étudiantes de doctorat qui s'appelle Trisha Prentice, qui est, elle, néonatologiste en Australie. Donc, là, Jean-François, j'arrive pas à changer ma diapo. Je sais pas pourquoi. Tiens, je vais essayer de la changer ici, puis on va voir ça. Voyez-vous la deuxième diapo? Allô? Oui, moi je vois la diapo sans problème. Vas-y donc avec la flèche par en bas pour voir si ça passe à la prochaine. C'est ça que j'ai fait, mais c'est pas grave. OK, je sortirai puis je me remettrai dessus s'il faut. Fait que dans le fond, c'est quoi la détresse morale? La définition, en fait, c'est Jameson qui a décrit ça dans les années 90. Ça fait quand même une vingtaine d'années. Et c'est l'angoisse ou la détresse qui survient quand un clinicien ou une personne en santé se sent contraint d'agir contre ce qu'elle pense qui est le meilleur intérêt du patient et en raison de facteurs hors de son contrôle. Fait que ça implique de connaître les meilleurs intérêts du patient ou de penser les connaître. Ça implique un jugement, puis ça implique des contraintes aussi. Fait que dans le fond, la détresse morale peut être variable. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cas de Charlie Gard qui a fait les journaux il y a 3 ans, du petit garçon avec une maladie génétique qui était sur un respirateur à Londres. Et la Cour était contre l'envoyer aux États-Unis pour se faire traiter à la demande des parents avec un traitement expérimental qui fonctionne généralement pas. Et voyait qu'il y en a qui étaient en détresse morale en bas parce qu'on allait tuer Charlie Gard en arrêtant le respirateur, ce qui était recommandé par l'establishment médical et les cours. Et en haut, vous voyez les infirmières qui s'occupaient de Charlie Gard qui disent, écoutez, c'est de l'acharnement thérapeutique, il faut arrêter le respirateur. Fait qu'on peut avoir des visions très différentes. Là, je vois qu'il y a des gens qui ne voient pas les diapos en cours parce que je vois que ça vient de s'afficher sur mon ordinateur. Est-ce que tout le monde voit les diapos? Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne les voyait pas. Oui, je suis en train de m'en charger, Annie. Je tente de régler la situation. Tu peux continuer. Okay. Super. Fait que je vous donne un exemple en néonatologie d'un bébé extrêmement prématuré qui est à risque de séquelles. Quand ces bébés-là survivent, il y en a à peu près 15 à 20 qui survivent avec des séquelles. Ce bébé-là qu'on voit, c'est un bébé de 24 semaines qui a à peu près 70 de chances de survie. Et les infirmières peuvent se sentir en détresse morale par rapport à ces patients-là. Surtout quand ces patients-là deviennent malades, comme vous voyez, puis que les infirmières ou les médecins doivent faire de plus en plus de gestes qu'ils considèrent invasifs. La détresse morale a des impacts négatifs pour les cliniciens et le système. En fait, il y a de plus en plus de jours de maladie qui sont pris à cause de ça, du burn-out, de la dépersonnalisation, c'est-à-dire que quelqu'un va dire, je m'occupe plus de ce que je sens, puis dans le fond, je vais juste m'étouffer puis pas m'écouter, puis faire mes affaires. Puis, tu sais, il faut plus que je pense à ça. Du détachement et des changements de carrière. Donc, traditionnellement, la détresse morale a été vraiment décrite dans la littérature nursing ou infirmière. Et ce qu'on retrouve dans les anciens articles, dans les articles des années 90, c'est que les médecins favorisent des traitements agressifs. Les médecins sont au sommet de la hiérarchie, ils imposent les traitements, puis ils n'écoutent pas les opinions des autres. Et dans le fond, les infirmières subissent ça et c'est un échec institutionnel.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, on a révisé la littérature d'abord, et bien ça, c'est un article qui est publié, en regardant, bien, en pédiatrie, quand est-ce que ça arrive, la détresse morale? Dans le fond, on va regarder qui, quand, où, pourquoi, dans les articles qui ont déjà été publiés. Donc, on a retrouvé 13 études sur des prévalences, les causes, les conséquences chez le personnel soignant. Et on a remarqué que dans ces 13 études-là, il y avait à peu près 3000 sujets, que les infirmières, il y avait plus d'investigations sur les infirmières que les médecins, plus sur le personnel et les résidents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que sur les autres, par exemple, les orthophonistes ou les inhalothérapeutes. Et à peu près dans tous ces articles-là sont des études comme j'appelle le snapshot. Là, ils passent un questionnaire une fois. C'est aucune étude longitudinale du personnel. Donc, ils demandent à un moment donné, avez-vous ressenti de la détresse morale? Pourquoi? Dans quelles circonstances? L'intensité de la détresse. Et dépendant des articles, il y a entre 32 et 80% du personnel qui avait ressenti de la détresse morale. Les infirmières, dépendant des articles et des définitions qui changent un petit peu dans chaque article, c'est entre 32 et 69%, et les médecins entre 56 et 80%. Le thème qui était le plus abordé, quand on demandait pourquoi ils avaient de la détresse morale, c'est l'utilisation disproportionnée de la technologie qui était perçue comme allant à l'encontre de l'intérêt du patient. Dans le fond, on en fait trop à cause des risques de décès ou à cause des risques de handicap ou les deux. On voyait aussi le thème du sentiment d'impuissance, d'être juste face à ça puis de rien pouvoir faire. Et c'était surtout par rapport aux patients qui étaient en fin de vie ou à risque de mourir, plus qu'aux patients avec un handicap sévère prédit, mais souvent, il y avait un mélange des deux. Donc, selon la littérature nursing, la plupart de ces articles-là ont été faits par des investigateurs qui étaient des infirmières. Et c'était souvent parlant du ressenti de la détresse morale. En faire trop, les infirmières ressentent de la détresse morale. Et c'est jamais le contraire. Dans le fond, c'est jamais que les cliniciens ressentent de la détresse morale parce qu'on fait des soins palliatifs pour des patients qu'on pense qui ont des bons outcomes, des bons devenirs. Et les médecins sont souvent désignés comme étant les coupables. Puis tout ce que j'écris, entre guillemets, c'est des mots qui étaient écrits dans les articles. Moi, je les ai traduits. Acharnement, c'est vraiment un mot québécois, là. C'est disproportionate care en anglais. Donc, les médecins, c'est ceux qui infligent du disproportionate care, qui en font trop, qui sont déconnectés, qui font de la torture, qui ont de la mauvaise communication. Et les victimes dans ces articles-là, c'est les infirmières qui se retrouvent passives, traumatisées, impuissantes et se sentent traitées comme des instruments de la médecine, ce qui donne des impacts psychologiques et relationnels. Dans les quelques articles sur les médecins qui ressentent de la détresse, on voit que les médecins se sentent aussi impuissants et sans voix quand ils fournissent des soins qui, selon eux, ne sont pas dans l'intérêt des enfants. Dans le fond aussi, en faire trop. Et eux soulignent, les médecins, les désaccords avec les parents, les conflits avec les collègues et les innovations qui arrivent. Dans le fond, tout d'un coup, on peut faire telle chirurgie palliative. Avant, on ne pouvait pas. Je trouve que c'est futile. C'est-tu futile? Est-ce que c'est futile longtemps? Puis dans le fond, est-ce que je vais la faire faire à mon patient? Et dans le fond, qui donne lieu à des conflits et à de la détresse morale. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a une transformation de la détresse morale? Parce qu'on le sait maintenant que c'est pas vraiment le médecin qui prend les décisions tout seul. On est supposé faire une prise de décision partagée. Mais ça, c'est un élément déterminant. On avait beaucoup plus de paternalisme médical dans les années 80-90. Donc, quand il y a eu l'émergence de la définition de détresse morale, on était plus dans ce pattern-là. Donc, on a fait l'étude Modality qui avait plusieurs étapes. L'étape 1, c'est d'analyser dans 2 centres en Australie où Tricia travaille, 2 grosses unités néonatales, dans le fond, qui couvrent tout Melbourne, qui est une des grosses unités australiennes, et de regarder plus en néonatologie, de se concentrer sur ce monde-là où il y a apparemment plus de détresse morale selon les études qu'ailleurs en pédiatrie. Donc, on n'a pas regardé la clinique de dermato parce qu'on n'aurait pas eu beaucoup de résultats. Et on a regardé celle qui était ressentie par tout le monde. Pourquoi elle était ressentie? Ensuite, on a regardé longitudinalement des bébés très fragiles, puis on les a suivis pendant 1 an pour voir à quel moment a lieu la détresse morale, pourquoi, dans quelles circonstances, puis quelles sont les dynamiques d'équipe
quand il y a de la détresse morale. Donc, ça a été fait au courant de 2 ans, ces 2 études-là. Et c'était de longue haleine et Tricia a travaillé très fort. Donc, l'étude Snapshot, c'est-à-dire l'étude où on demandait à tout le monde, avez-vous de la détresse morale? Êtes-vous intéressé à participer à l'étape 2? Elle est déjà publiée. Et la première question était, ressentez-vous de la détresse morale, oui ou non? Puis si oui, combien fréquemment? Et si oui, l'intensité. On a utilisé le thermomètre Wilshire Thermometer of Moral Distress, qui est en fait un thermomètre sur 10. Et ensuite, on leur demandait une question ouverte, poser une question ouverte. Donnez-nous un exemple. Why did you feel moral distress? Give us an example. Donc, il y a eu une participation de 80% et on a demandé vraiment à tous les cliniciens, les résidents, les infirmières en training, les néonatologistes, les fellows qui travaillaient à ce moment-là dans ces deux unités-là. Il y a 432 personnes qui travaillent, donc 80% ont répondu. 71% ont ressenti de la détresse morale au moins une fois par mois et il n'y avait aucune différence entre le personnel médical et infirmier dans cette étude-là. De manière intéressante, 96% des répondants considèrent la détresse morale comme un élément normal des soins intensifs, donc pas comme quelque chose qui est décrit partout dans la littérature comme étant nocif et à éviter. Et on a posé des questions ouvertes. Pourquoi? Donnez-nous un exemple. Puis je vais vous donner les exemples. Puis on a trouvé plus de sujets et plus de thèmes comparés à ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, il y a 280 personnes qui ont décrit la détresse morale et donné des exemples. Dans 60% de ces exemples-là, on voit en faire trop ou l'acharnement thérapeutique le thème le plus abordé. Parfois, je me demande ce que je suis en train de faire, continuer encore pour un bébé qui va mourir ou qui sera handicapé. Généralement, on fait ça pour les parents. C'est pas la bonne chose à faire. Ça m'empêche de dormir la nuit. Parfois, les infirmières se rassemblent et veulent que je confronte les parents. Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Amener les parents devant les tribunaux, c'est difficile et je me sens jugée. C'est un exemple d'un médecin néonatologiste. Un exemple d'un résident. Plusieurs infirmières différentes m'ont demandé sans arrêt d'augmenter les doses de morphine. Mon téléavertisseur sonnait toutes les 5 minutes et il y avait beaucoup d'autres choses à faire. Le bébé n'avait pas de douleur, il respirait à peine, il gaspait. Je ne pouvais plus tolérer les appels et la façon dont elle me regardait, tout ça devant les parents. J'ai augmenté la dose. Je me suis sentie comme si j'avais ignoré le bébé, mais aussi mes principes. Un fellow explique, un fellow, c'est un pédiatre, dans le fond, qui devient néonatologiste, donc qui fait 2 ans ou 3 ans de fellowship. Je ne voulais plus retourner intuber cet enfant. Quand je l'ai fait, j'étais en colère contre les parents. Ils nous forçaient à le faire. Je suis du côté des parents et c'est difficile d'avoir ces sentiments-là. Une infirmière qui avait plus de 10 ans de pratique parle de sa détresse morale face elle aussi à sa colère contre les parents. Avant, c'était facile de savoir quoi faire, mais souvent on avait tort. Plusieurs bébés décédés auraient pu survivre, on le sait aujourd'hui. C'est souvent difficile de trouver le coupable. La plupart du temps, les parents veulent continuer et j'ai l'impression que je fournis des soins qui vont à l'encontre de mes valeurs. Donc, je ressens de la détresse, mais j'ai l'impression que je ne peux pas être fâchée contre les parents. Un néonatologiste, lui, parle d'enjeux qui sont beaucoup plus des enjeux d'hôpital ou des enjeux de budget et qui ont moins rapport avec les patients ou qui ont moins rapport avec les conflits entre les collègues ou l'acharnement thérapeutique. Donc, il n'y a pas assez de ressources suite aux coupures budgétaires. Parfois, je ne suis pas fière des soins que je prodigue. Une fois, je me trouvais dans une situation urgente. J'ai à peine regardé les parents. J'ai intubé l'enfant et je suis partie rapidement pour m'occuper d'un accouchement urgent. C'est dégueulasse. Une infirmière aussi parle d'enjeux institutionnels et de manque de bras. Parfois, nous sommes tellement je cours d'un lit à l'autre et j'évite le contact visuel car on n'a pas le temps de se parler. Je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça et ça me rend triste. Mais généralement, ce n'est pas comme ça une chance. On a posé la question, peut-on éviter la détresse morale? Et 50% ont dit que rarement ou jamais, on pouvait éviter la détresse morale. 0% toujours et le reste parfois. On a aussi posé la question, est-ce qu'on devrait viser à éliminer la détresse morale totalement? Dans le fond, l'éliminer de nos soins intensifs. Et de manière intéressante, la vaste majorité, 80%, ont dit non.
Et on a demandé pourquoi. Là aussi, j'arrive pas à changer ma diapo tout d'un coup. Oh man. Elle est encore jammée. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Oui. Ouais. Je suis désolée. Non, c'est correct. Mais je sais pas si tout d'un coup, on dirait que le système jamme, mais là, c'est correct. Je lis. C'est bon. Donc, pourquoi est-ce que les gens disaient on ne devrait pas viser à éliminer la détresse morale? Le premier thème qui est ressorti, c'était que c'était un élément inévitable des soins intensifs parce qu'on avait différentes valeurs. Donc, une des infirmières dit, je pense que si on travaille avec des bébés malades dans cette zone grise, il y aura toujours des désaccords entre les membres du personnel, ceux qui voient tout noir ou tout blanc. Chacun d'entre nous aura posé des gestes avec lesquels on n'est pas en accord. On pense à rien d'autre. Souvent, c'est parce que les parents veulent continuer. Le truc, c'est de savoir en parler et de trouver des solutions. Un autre thème qui était assez intéressant, qui était, en fait, soit 80% disaient qu'on ne devrait pas l'éliminer et 40% de cette gang-là, la moitié disait que ça reflétait leur humanité. Donc, une infirmière disait, on ne peut pas être tous d'accord. S'il n'y a pas de détresse morale, nous serions comme des robots sans cœur ni sentiment envers les bébés ou leurs familles. Nous serions incomplets. On a parfois besoin de ressentir de la détresse morale, de se questionner, d'être confronté. L'idée, c'est de savoir comment la gérer. Une autre infirmière m'a dit, sans détresse morale, nous ne serions pas des infirmières remplies de compassion. Donc, dans cette étude, la détresse morale était en fait perçue comme un élément nécessaire afin d'encourager la discussion et les progrès. La détresse morale, par exemple, une infirmière dit la détresse morale peut être un outil, un élément déclencheur dans le processus de prise de décision. Nous ne pouvons pas toujours être en accord. Une autre infirmière dit, je crois que la détresse morale découle du fait qu'on remet activement en question les directives et les pratiques. C'est un aspect important qu'il ne faut pas négliger afin d'offrir des soins optimaux à ces patients vulnérables. Donc, dans le fond, dans les conclusions, la conclusion numéro 1, c'est qu'il y a une différence entre la littérature infirmière et médicale. Il y a en effet une transformation de la détresse morale qui est plus les médecins qui lident le show puis qui imposent des traitements aux patients, puis les pauvres infirmières, il faut qu'elles fassent ces traitements-là. C'est plus souvent les parents qui décident de continuer et en fait, les cliniciens sont en détresse morale. Les nouvelles perspectives remettent en question la littérature traditionnelle. Dans le fond, il semble y avoir aussi des impacts positifs ou des impacts réflexifs, dans le fond, de la détresse morale. Énormément d'impacts négatifs quand elle est mal gérée. Mais la détresse morale, lorsqu'elle est bien gérée, semble jouer un rôle important dans la réflexivité. L'étude numéro 2, qui était l'étude de longue haleine, c'était dans le fond de suivre une trajectoire de bébé. Donc, 100 bébés qui naissent à moins que 28 semaines et suivis à des moments prédéterminés pendant la tournée. La tournée, c'est à chaque jour. Tout le monde se rencontre autour du bébé, infirmière, médecin, résident, fellow. Et on suit les bébés à tous les 2 jours pendant 2 semaines. Quand ils sont sur respirateur, tant qu'ils sont sur respirateur, c'est à tous les 2 jours, puis c'est à toutes les 2 semaines jusqu'à temps qu'il y ait congé. Vous allez voir, ça fait du stock de questionnaires. Il y a 525 cliniciens en néonatologie qui ont été là pendant 1 an et 96% ont accepté de participer. Fait que c'était les mêmes 400 d'avant, mais il y a aussi des résidents puis des fellows qui viennent en rotation puis des infirmières en apprentissage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, dans le fond, à chaque fois qu'il y avait une tournée, pendant le jour où il fallait faire ça, tout le monde avait un iPad. Puis les questions étaient, est-ce que vous ressentez de la détresse morale face au bébé? Si oui, pourquoi? Et ensuite, il y avait des prédictions quant à la mort ou handicap possible. Donc, on disait, est-ce que vous pensez que le bébé va survivre? S'il survit, pensez-vous qu'il va être handicapé ou non? Si oui, handicap sévère, modéré, mineur. Ensuite, on demandait, est-ce que la survie est dans le meilleur intérêt du patient? Oui, je ne sais pas ou non. Et on demandait c'était quoi le niveau de soins optimal. Dans le fond, des soins intensifs comme en ce moment, une limitation des soins avec non-escalade ou des soins de confort. Et en fait, Tricia a examiné tous ces dossiers-là pour voir combien malades étaient les bébés, combien il y avait d'interventions à ce moment-là. Parce qu'on sait que plus qu'on intervient, qu'on pique, qu'on prend des prises de sang, plus il risque d'avoir de la détresse morale. Donc, c'est un travail assez considérable.
La gestation moyenne des bébés était de 25 semaines et 6 jours, 823 grammes. Juste pour ceux qui ne sont pas en néonatologie, statistiquement, c'est une survie, une erreur là, de plus de 80%. La majorité des enfants vont bien à long terme, mais il y en a quand même 20% qui meurent et il y en a quand même 15 à 20% qui ont des séquelles significatives. Donc, c'est quand même des bébés qui sont fragiles, à risque de décéder ou à risque d'avoir des séquelles. De fait, il y a 13 sur 99% des nouveau-nés qui sont décédés. Il y en a un qu'on n'a pas réussi à avoir l'accord. Les parents devaient donner leur accord pour que leur bébé fasse partie de l'étude. Ils ont tous donné leur accord, sauf pour un qui est décédé avant qu'on puisse approcher les parents, d'où le fait qu'il y a 99% des patients qu'on a recrutés qui sont dans l'étude. 4 de ces patients-là, ces décès, ont eu lieu sur un respirateur. Donc, quand je vous dis 99 bébés, mais sur un an, quand c'est à chaque 2 jours, puis à chaque 2 semaines, quand ils sont stables, il y a 5332 points de mesure où on regarde combien le bébé est stable. Et de ces 5000 points de mesure, il y a 4593 cliniciens autour du bébé qui ont accepté de participer puis de remplir les questionnaires d'iPad. Donc, un travail de fou pour Tricia. Un taux de réponse qui est très élevé. Fait que de ces 5332 points de mesure, 15% des cas, il y avait de la détresse morale. Donc, c'est assez intéressant quand on fait les études pour dire aux gens, est-ce que tu ressens de la détresse morale à la job? La plupart des gens disent oui. Mais quand on suit vraiment toute l'année, tous les gens autour des bébés qui sont les plus malades dans l'unité, on voit que 15% des fois, quand on le demande, il y a de la détresse morale. Par contre, quand on regarde par individu, donc si on suit infirmière participante 1 et médecin participant 2, on voit que 39% des participants ont ressenti, eux, de la détresse morale pendant leur année. Certains ressentent de la détresse morale plus fréquemment. Donc, si on regarde la gang de néonatologistes puis la gang d'infirmières, en tout, avec tous les points de mesure, il y a plus d'infirmières que de néonatologistes qui ressentent de la détresse morale. Mais par contre, quand on regarde toute l'année, c'est-à-dire on regarde néonatologiste 1 puis infirmière 1, comme le néonatologiste est souvent de service, puis mettons, il y a 40 patients dont il s'occupe, il est plus, lui, à risque de ressentir dans son année la détresse morale. Donc, 90%, quand on regarde par néonatologiste, ont ressenti de la détresse morale comparé à 88% des infirmières si on les regarde de manière individuelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde par bébé, parce qu'avant, dans les études Snapshot, on parle juste d'acharnement thérapeutique, bien presque juste de ça. Et quand on regarde, par contre, par bébé, on a regardé tous les 99 bébés, puis on a dit, est-ce qu'il y en a un ou quelques-uns là-dedans qui ont énormément de points de mesure où il y a de la détresse morale? Oui, je vais vous en parler après. Mais ce qui était un peu inquiétant ou surprenant, c'était que la vaste majorité de ces bébés-là, donc 91 sur 99, avaient au moins un rapport indiquant un cas de détresse morale. Alors, pourquoi ils ressentaient de la détresse morale? On n'est pas surpris de voir que c'est la même gang, puis si je veux dire, dans la revue de littérature, on a trouvé la même chose. En faire trop par rapport à l'effet escompté, donc disproportionate care ou de l'acharnement thérapeutique, des soins disproportionnés par rapport à la survie ou à l'état, l'outcome à long terme. Donc, un fellow dit son développement neurologique sera probablement mauvais et en âge corrigé, il a fait des progrès négligeables du point de vue de l'alimentation. Les attentes de ses parents ne correspondent pas aux soins qu'un bébé avec un tel pronostic devrait avoir. Un néonatologiste dit la survie du bébé engendre un stress et un trauma financier émotif pour les parents et rien n'est certain. Une infirmière écrit « On continue seulement pour les parents. C'est terrible de faire tout ça à l'enfant. Parfois, j'ai juste envie de crier, mais le bébé est en train de mourir. » Est-ce que quand on prédit que le bébé est en train de mourir, dans le fond, ces affirmations-là, est-ce qu'on a raison? Dans le fond, parce qu'on se dit, ben, une détresse morale pourrait être légitime. Donc, quand quelqu'un est en train de crier au chevet, ben, regardez, le bébé, il meurt. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le problème, c'est que non. Quand on demandait aux cliniciens, est-ce que vous pensez que le bébé va mourir? Oui, non. Puis comment il va être à long terme? Il va-t-il être handicapé? Oui, non. Puis ça va-t-il être un handicap sévère ou pas? Les gens sont absolument pas bons à prédire qui meurt. Donc, la mort était prédite dans 36% des cas.
Mais seulement 13% des bébés sont morts. Et les cliniciens prédisaient très mal le handicap pour 74% des patients. L'estimation que la survie n'était pas dans le meilleur intérêt à cause des séquelles et était la réponse qui était donnée. Et pour ces patients-là, 83% de ces bébés-là n'ont pas de handicap aujourd'hui. Fait que vous me voyez bien aller voir un parent pour dire Monsieur, tout le monde autour de la table est vraiment en détresse, votre bébé est en train de décéder, mais sachez que quand on pense qu'un bébé décède, la moitié des fois, on a tort. Puis en fait, quand on pense qu'un bébé va être handicapé, 3/4 du temps, on a tort. Voulez-vous qu'on arrête le respirateur? Fait qu'on voit que la détresse morale de quelqu'un est un piètre indicateur de survie et de devenir à long terme, quand les prédictions, on sait qu'elles sont difficiles en fait en médecine. Ce qui était un autre élément très intéressant qu'on a trouvé, c'était la détresse morale face à un patient qui risque d'avoir un handicap sévère. Donc, quand on prédit qu'un bébé est sur respirateur, qui va être handicapé, les cliniciens ont plus de chances de penser que ces bébés-là devraient recevoir des soins palliatifs. Dans le fond, on a un bébé, on est en train de faire des gestes qui sont invasifs, qui sont maximaux pour un patient qui va probablement avoir des gros handicaps. Et un haut nombre de fois que les gens ressentaient de la détresse morale, c'était par rapport à ça. De manière intéressante, on a suivi ces bébés-là. S'ils ne mouraient pas, une fois qu'ils étaient extubés, qu'ils respiraient eux-mêmes, qu'ils mangeaient tout seuls, il n'y avait plus de détresse morale. Il y en avait quasiment plus. Il y avait 2% de détresse morale. Fait qu'il semble que le fait d'avoir extubé les bébés, puis dans le fond que les bébés étaient capables d'avoir, dans le fond, il n'y avait plus de gestes invasifs, ou du moins, ben, ils n'étaient plus à risque de mourir, ou il n'y a rien qu'on pouvait faire pour, en fait, les amener dans une voie plus de soins de confort. Il semble que la fenêtre d'opportunité est un facteur important. Le fait de faire des choses ou le fait d'avoir un bébé sur des soins très intensifs est quelque chose qui amène de la détresse morale. Une fois qu'il n'est plus ce même bébé, son handicap ne semble plus être quelque chose qui génère de la détresse morale. Les divergences par rapport au niveau de soins étaient aussi quelque chose d'important, quelque chose qui causait de la détresse morale. Les cliniciens s'entendent généralement sur le niveau de soins offerts aux patients ou qu'ils ont été choisis par les parents. Il y a des rares désaccords. Et dans ces rares désaccords, c'est toujours le même pattern, c'est que les résidents, les fellows, les infirmières voudraient des soins palliatifs, pendant que les médecins désiraient des soins actifs, comme le veulent les parents. Et c'est jamais l'inverse. Les néonatologistes ont plus tendance à être d'accord avec les parents. Mais dans ces cas-là, il y a quand même beaucoup de détresse morale, quand les cliniciens entre eux, autour d'un patient, ne sont pas en accord. Fait que je vais vous donner une autopsie qu'on a appelée des cas typiques, avec les notes, et puis ce que les gens disaient autour d'un bébé. Donc, vous voyez un bébé né à 24 semaines, ça va pas bien, très malade, choc septique, full. Là, on est à jour 1. On arrive à jour 2. Mais que font-ils? Les infirmières n'en peuvent plus. L'infirmière qui est au chevet du bébé, donc celle à la tournée qui s'occupe du bébé, ressent énormément de détresse morale. Ça avance pas, ça fait 24 heures que ce bébé-là va pas bien. Elle pense qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Le fellow, lui, commence à ressentir de la détresse morale. Nous savons que le bébé va mourir. J'aimerais seulement que les infirmières arrêtent de nous mettre de la pression en nous disant d'informer les parents. Nous l'avons déjà fait plus. Le néonatologiste dit ne pas ressentir de détresse morale. Donc, pour lui, il ne fait rien à l'encontre. Il ne se sent pas contraint de faire quelque chose à l'encontre de ses valeurs. Et le résident non plus. Et là, ça change. L'infirmière, en fait, qui est à 8 sur 10 de détresse morale, à jour 3, la détresse morale a diminué. Pourquoi? Nous avons parlé aux parents, ils veulent continuer. En fait, elle était là lors de la discussion, puis elle a vu une des discussions qui a eu lieu. Le fellow, lui, continue à avoir la même détresse morale. Je ne crois pas qu'on fait la bonne chose en ce moment. Nous devrions convaincre les parents. Le médecin, lui, je pense pas que, dans le fond, il ne pense pas que le bébé va survivre, mais les parents veulent continuer. Donc, lui, il se sent aussi pogné avec sa détresse morale. Puis le résident, il dit, on en fait trop.
On arrive au jour 4. L'infirmière a encore une détresse morale, mais qui a diminué. Que pensent les parents? Pensent-ils même? La colère est dirigée vers les parents. Le fellow, c'est difficile, on devrait juste dire que c'est assez. Arrêtez. 5 sur 10. Là encore aussi, la colère vers les parents. Le résident, on devrait tout arrêter tout simplement. 6 sur 10. La colère envers les parents. C'est difficile, le bébé est en train de mourir, on ne peut pas forcer les parents. Donc, vous voyez que là, par rapport au jour 1 où l'infirmière était fâchée contre les médecins, puis le médecin il était fâché parce que l'infirmière le poussait. Ensuite, on était au jour 2, tout le monde était dans les questionnements. Puis là, on est rendu que les 4, en fait, tout le monde autour du bébé font de la pression sur les parents et sont fâchés contre les parents. Éventuellement, ce bébé-là va décéder. Mais je ne m'imagine pas, moi, être un parent. Vous voyez que la détresse morale a diminué chez tout le monde à partir que tout le monde était content. Je ne suis pas sûre que ce transfert-là, de cette détresse-là sur les parents, est nécessairement une bonne chose. Ça permet probablement de diminuer la détresse chez les soignants, mais ce n'est peut-être pas la bonne chose pour les patients. Je vous donne un autre exemple. Un bébé de 23 semaines, dans le fond, les bébés les plus malades qu'on peut admettre. On a une infirmière qui est en détresse, 5 sur 10 de détresse morale. C'est un 23 semaines, on ne devrait pas réanimer ces bébés, il va mourir. Dans le fond, ce bébé-là était très stable, mais c'était le jugement de l'infirmière. Le fellow n'a pas de détresse, le médecin n'a pas de détresse. Le résident a de la détresse plus que l'infirmière. Ces enfants-là décèdent tous. Le dernier que j'ai vu est mort, 6 sur 10. De manière intéressante, ce bébé-là survit, va très bien aujourd'hui. Et on a du jour 20 jusqu'au congé, quand le bébé va bien, absolument aucune détresse. Même si le même résident, il pensait qu'elle allait tout mourir, ben, il n'est pas mort, puis il est content. L'infirmière n'a plus de détresse, même s'il a dit qu'on ne devrait pas les réanimer. Puis ben, le médecin, le fellow, continue à ne pas avoir de détresse. Des enjeux plus institutionnels, pour juste faire aussi l'autopsie d'un autre cas, d'un exemple du temps supplémentaire. Vous voyez que ça rend l'infirmière énormément en détresse. Plus de temps supplémentaire, nos soins ne sont pas optimaux. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe seulement des bébés très malades dans notre hôpital? Dans le fond, il y a, comme ici là, au Canada, il y a des hôpitaux désignés pour s'occuper des bébés les plus malades, puis des cas très, très malades par rapport à moyennement malades qui vont dans les niveaux 2 ou 1 ou 2B. Puis quand on est un niveau 3-4, c'est-à-dire avec la chirurgie cardiaque, la chirurgie, on s'occupe des bébés très, très malades, ce qui fait en sorte qu'on est plus à risque d'avoir des bébés qui meurent ou qui ont des complications. Ce qui est triste, c'est que le fellow, qui a de l'air d'être complètement dans le jus et dépersonnalisé, lui dit ne pas ressentir de détresse. Et écrit « Je cours partout, j'ai pas le temps de penser à cette détresse ». Donc ça, c'est souvent quand on ressent l'espèce de dépersonnalisation, de numbing, puis dans le fond, on se dit « Garde, il ne faut plus que j'ai d'émotions parce que je ne serai pas capable de gérer ». Ça, c'est un des risques de la détresse morale. Le médecin aussi trouve qu'il donne des soins médiocres parce qu'il n'a pas le temps. Puis le résident, on n'a pas le temps d'y enseigner pendant qu'on est en train de ne pas avoir le temps de s'occuper des bébés. Donc, il dit, j'en peux plus, je fais des choses que je ne comprends pas, c'est contre mes valeurs. Donc, qu'est-ce qui fait malade? Mais elle a un grand impact. La dynamique d'équipe est importante. Il semble que quand tout le monde a de la détresse, ça diminue la détresse des gens. La détresse morale, à notre époque, de la prise de décision partagée n'implique pas nécessairement un abus de pouvoir. Nos institutions ou nos intuitions plutôt sont souvent biaisées. Dans le fond, quand on prédit que quelqu'un va mourir ou va être handicapé ou avoir un mauvais devenir, du moins en néonatologie, on n'a pas toujours raison. Et peut-être la clé aussi, c'est d'encourager cette discussion-là et d'offrir du soutien. Peut-être un autre point important, c'est ce qui ressort énormément de la littérature nursing, c'est que, dans le fond, si une infirmière au chevet pense qu'on devrait donner des soins palliatifs parce que le patient meurt, si le patient reçoit des soins palliatifs, l'infirmière va être moins en détresse et on devrait écouter son intuition et c'est la bonne chose à faire. Ce qu'on voit de notre étude avec toute humilité, c'est qu'on ressent souvent de la détresse morale quand un patient ne va pas nécessairement mourir, puis on n'est pas très bon à prédire. Donc, du moins en néonatologie, la détresse morale ne devrait pas être automatiquement entraîner un changement dans la gestion clinique. Souvent, elle est peut-être par un manque d'éducation ou en fait juste parce que la médecine est quelque chose de très inexact.
Fait que qu'est-ce qu'on peut faire quand on ressent une détresse morale? Ça, c'est en fait toute une grande série d'investigations qui ont lieu en ce moment. Nous, on voulait un peu regarder pourquoi ça avait lieu, parce qu'il semble que c'est toujours les mêmes genres de choses qui sont impliquées, par exemple, de la formation puis de la formation ad nauseam. Les gens à Melbourne avaient tous une formation en éthique, ils considéraient tous qu'il y avait une bonne formation en soins palliatifs, mais ça n'empêche pas qu'il y avait quand même de la détresse morale. Puis, dépendant de quel genre, pourquoi on ressent une détresse morale, bien, on va avoir différents genres d'interventions qui pourraient être appliquées. Puis, ce n'est pas toujours les mêmes interventions dépendant du thème. Donc, dans cet article-là, on parle qui peut honnêtement être utilisé ailleurs qu'en néonatologie. On parle des facteurs intrinsèques de la détresse morale, donc le bécher qui reçoit sa détresse extrinsèque. Les facteurs intrinsèques, c'est notre capacité de travailler dans un milieu où, par exemple, comme la néonatologie ou l'oncologie ou la pédiatrie ou les soins palliatifs, la capacité d'accepter l'incertitude, d'accepter la mort, la capacité d'être flexible, la capacité de voir que nos valeurs, on ne fait pas toujours des choses qui vont par rapport à nos valeurs. Comment on fait pour réfléchir dans ces cas-là, comment on engage notre dialogue. Et d'autres facteurs, en fait, personnels qui sont très importants. Par exemple, si, je ne sais pas, moi, je suis en chimiothérapie moi-même, puis je viens de perdre mon fils, puis que j'ai des problèmes d'abus d'alcool à ce moment-là, probablement que je vais être un petit peu moins tolérante quand quelqu'un va à l'encontre de mes valeurs ou quand j'ai besoin de faire un temps supplémentaire. Donc, on sait que l'exercice, les bonnes habitudes de vie, l'absence de trauma chez les cliniciens sont importants. Mais il y a aussi les facteurs extrinsèques. Dans le fond, quand les parents, par exemple, demandent de continuer les soins intensifs quand on leur recommande de les arrêter, les manques de ressources qui sont institutionnels, la hiérarchie médicale qui existe toujours, un résident, par exemple, qui ne se sent pas outillé à faire quelque chose qu'il est en train de faire, un environnement qui est négatif en termes de conversation, qu'on n'est pas capable de parler de ces choses-là. On voit qu'à Melbourne, il n'était pas gêné de parler de ces choses-là. Un milieu de vie qui est stressant, où les gens n'essaient pas d'accommoder ou d'écouter les employés. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a énormément d'études qui sont en cours et qui ont été faites aussi pour voir comment aider les gens au niveau personnel. Pour l'épuisement compassionnel ou le burn-out. Fait que dans le fond, il y a par exemple, dans notre étude, il y avait des infirmières qui avaient l'air de presque toujours ressentir de la détresse morale, pendant que d'autres non. Donc, les facteurs de réflexivité, d'être capable de questionner, d'être capable de parler de nos opinions quand on a des opinions de manière constructive, qui aller voir. Ça, c'est des choses qui appartiennent à nous, mais qu'on peut aussi se faire enseigner comment faire de la réflexivité. Puis là, il y en a dans notre article, dans le fond, est-ce que tout le monde pense comme moi? Pourquoi les gens ne pensent pas comme moi? Ceux qui ne pensent pas comme moi, pourquoi ils pensent comme ça? Dans le fond, d'essayer d'expliquer puis de réfléchir sur notre pensée. Il y a des stratégies pour augmenter aussi le sentiment de résilience et de bien-être, d'avoir conscience de soi des autres. Il y a aussi plusieurs stratégies institutionnelles qui accompagnent ces stratégies éducationnelles-là. Par exemple, une infirmière, quand son bébé meurt, n'est pas obligée de continuer son shift. Et elle n'est pas obligée de s'occuper d'un bébé qui est à risque de mourir de manière substantielle, parce que tout le monde est à risque de mourir dans des soins intensifs. Mais dans le fond, une infirmière, ça n'existe pas, ça, à Sainte-Justine. Fait que si ton bébé meurt, puis tu es au début de ton chiffre, ben tout bad, tu vas t'occuper d'un autre bébé. Puis, ben dans le fond, quand tu reviens, ben on t'a assigné un autre bébé, puis ça se peut bien que ce soit un bébé intensif qui meurt aussi. Puis on sait que, ben dans le fond, ces situations-là peuvent être difficiles. S'occuper de bébés vulnérables engendre beaucoup d'émotions et notre culture de pratique doit reconnaître ces impacts émotionnels. Dans le fond, ça arrive, moi, qu'il y a un résident qui est avec moi, qui a un bébé qui décède. Moi, j'en vois beaucoup de bébés qui décèdent. Ça a toujours un impact sur moi. Ça m'empêche encore de dormir la nuit. Mais souvent, bon, on continue à faire nos choses, puis on ne fait pas nécessairement de débriefing après pour dire « Hey, puis des fois, le résident, ben, il commence à pleurer. C'est le premier bébé qu'il a vu décéder. Il se sent dépassé. Il a besoin de parler de ça. Puis, dans le fond, ces choses-là ont été montrées qu'elles fonctionnaient, ces stratégies-là.
Dans les unités, il y a des stratégies proactives. Par exemple, on fait des conférences ou on appelle ça des petits comités de bébés fragiles. Quand il y a une infirmière qui sent que ça va pas bien, qui sent que ça va mal, souvent c'est parce qu'il y en a d'autres qui sentent que ça va mal, puis les médecins aussi, pour se rencontrer ensemble, puis dire, ben, continuer, puis toi, tu penses que la meilleure chose, c'est d'arrêter. Comment on est capable de bien s'occuper de ce patient-là, d'essayer de ne pas transférer notre, notre désarroi ou notre colère chez les patients, chez les parents. Et c'est évident, les investissements institutionnels sont nécessaires. Par exemple, quand on envoie une infirmière plus tôt à la maison, mettons, il y a 60 décès en néonatologie à Sainte-Justine, ça veut dire à peu près 60 demi-chiffres de travaillés, ça fait quelques mille piastres. La même chose pour l'éducation, la même chose pour les réunions de bébés fragiles, la même chose pour éviter le temps supplémentaire obligatoire. Il faut qu'il y ait plus d'infirmières. Pour qu'il y ait plus d'infirmières, il faut que le gouvernement s'investisse. Fait qu'il y a quand même beaucoup de stratégies, mais vous voyez que ce n'est pas les mêmes stratégies dépendant de la raison pour laquelle la détresse morale est décrite. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, c'était le petit bébé qu'on voyait en train de mourir pendant toutes les diapos. Mais là, elle n'est pas trop en détresse. Elle est juste les parents qui sont en détresse parce qu'elle ne mange pas la moitié de sa bouffe. Merci, Annie.